Très souvent, on me demande, mais Franklin, je veux faire du gros patrimoine immobilier en Allemagne. Quelles sont, d'après toi, les étapes à suivre et surtout les compétences? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois connaître pour pouvoir mener à bien mon business immobilier ou alors gérer mon patrimoine immobilier en Allemagne? Je me propose de te partager l'un des secrets dans le patrimoine ou dans la construction d'un patrimoine immobilier en Allemagne qui pèse plusieurs millions d'euros. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Surtout également, j'aimerais venir en Allemagne. Je pense que tu es au bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider à immigrer légalement en Allemagne, à t'intégrer, surtout à générer beaucoup d'argent à travers les business comme l'immobilier ou alors le e-commerce ou d'autres business même que je vais en parler au fur et à mesure sur cette chaîne. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que si tu veux te lancer dans le business immobilier, commence déjà par le livre que j'ai écrit. Il est gratuit et je l'offre à tous les abonnés de cette chaîne. C'est un livre que j'ai écrit qui regroupe les 10 étapes clés pour mener à bien son investissement en toute quiétude en Allemagne. Tu peux le télécharger en bas de ce lien. C'est gratuit. Si tu n'arrives pas à télécharger, fais-moi un mail. Je vais t'envoyer le livre par mail. C'est gratuit. L'idée simplement, c'est de t'aider pour que tu puisses toi également apprendre à gagner de l'argent avec l'immobilier, surtout à bâtir ton patrimoine. Et si tu n'étais pas encore au courant, j'organise une masterclass. C'est la deuxième édition, le 19 et 20 juillet. Notamment, on va parler de deux aspects de l'immobilier clés, la recherche et la vérification immobilière. On va prendre deux cas de figure, notamment quand il s'agit d'appartements, comment est-ce que je m'y prends? Quand il s'agit d'immeubles, comment est-ce que je m'y prends? On va en parler vraiment de façon claire et détaillée le samedi 19 juillet, 15h30 heure de Berlin, et le dimanche 20 juillet, 15h30 heure de Berlin également. Ce sera en ligne avec l'option pour les participants de venir sur place ici et venir voir le chantier, simplement apprécier et poser les questions sur l'état qu'on a déjà atteint au chantier. Il s'agit d'un immeuble que je rénove, que vous connaissez déjà certainement sur la chaîne. Alors, je me suis promis de partager en vidéo 16 compétences à avoir pour pouvoir mener à bien son projet ou alors son business immobilier en Allemagne. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier, ou deux ou trois, selon vos prévisions, selon vos stratégies, selon vos ambitions, c'est pas mal. Pas besoin forcément de suivre les 16 compétences ou d'avoir les 16 compétences que je vais lister là, parce que le patrimoine est très faible. Mais si vous voulez faire du gros argent, d'accord, du gros argent, comme ce que je prône sur cette chaîne, devenir vraiment riche, alors atteindre un patrimoine qui dépasse le million d'euros ou avoir plusieurs millions d'euros de patrimoine, comme moi actuellement, il faudra suivre ces différentes étapes à la lettre et les appliquer. Et là, rien ne sera sur votre chemin pour que vous puissiez atteindre ces objectifs-là. Il est à la portée de tout le monde. Il y a un peu de sacrifice à faire, mais c'est possible. Donc, je me propose donc de partager dans cette vidéo les 16 étapes clés. Et crois-moi, étape 15 et 16 va te surprendre. On reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre étape par étape et surtout pour implémenter. Et si tu as des questions à chaque compétence, tu peux te référer à moi. Je pourrais t'aider, te dire comment moi j'ai fait personnellement pour gérer tous mes locataires et tous mes biens immobiliers, pour manager tout ça à côté de ma vie de famille ou ma vie professionnelle. Très important. Donc, c'est parti les amis. Première chose d'abord, c'est d'abord améliorer ou adapter ta façon de penser. Donc, les Anglais appellent ça le mindset, c'est-à-dire que comment ton esprit est paramétré, ou en français, ton état d'esprit. D'accord? C'est quoi l'état d'esprit? Si tu penses que tu mérites d'être pauvre, alors tu mérites d'être pauvre. Si tu penses que tu mérites également l'opulence et que tu peux devenir riche, alors tu deviendras riche. Ça commence d'abord par ça, parce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Ce que les gens disent de toi, on s'en fout éperdument. Mais si toi-même tu penses que la richesse n'est pas faite pour toi, alors elle ne sera pas faite pour toi. D'accord? Je peux te donner tous les éléments ici, tous les armes, même te dire comment je fais. Mais si toi-même tu n'es pas convaincu de ça, ça va pas marcher. Donc première chose, pour le business immobilier, si tu veux vraiment faire du gros patrimoine, tu te rapproches des personnes qui en ont fait et que tu as vu. Ça c'est d'un et de deux. Tu t'éloignes de ceux qui ne veulent pas faire du patrimoine parce qu'ils vont tôt ou tard t'intoxiquer. N'oublie pas, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Très important. Donc, première chose, changer ton état d'esprit. Et toujours dans cette rubrique, il faudrait que le pourquoi soit clair. Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Pourquoi tu penses que devenir riche est une chose qu'il faudrait que tu atteignes? Pourquoi, d'après toi? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Ça doit être clair et écrit quelque part. Je te conseille d'avoir un bloc-notes où tu me rédiges ça par écrit. Pourquoi tu penses que toi, Gaston, toi, Espoir qui m'écoute, toi, Franklin, et toi, Jules, je sais pas trop, qui m'écoute, pourquoi tu penses que tu devrais être riche, que tu mérites d'être riche? Pourquoi? Mentionne ça. C'est ça qui fait partie de l'état de l'esprit. Pourquoi? Parce que pendant le chemin d'investisseur immobilier en Allemagne, tu auras des problèmes. Je partage quelques de mes problèmes ici avec les locataires. Tu vas aller en justice. Tu vas peut-être perdre de l'argent, ainsi de suite. Mais c'est ce pourquoi-là qui va te garder toujours motivé et toujours être focus vers ton objectif. C'est pourquoi ton pourquoi doit être clair. Parce que sinon, au moins de petits vents, tu vas abandonner. Et si tu abandonnes, tu as tout perdu. Donc, première étape, le mindset. Maintenant, 2. Il y en a 16, hein. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, stratégie. Quelle est ta stratégie? Ok, je vais investir dans l'immobilier. Je vais
être riche, c'est clair. Je m'entoure des personnes qui investissent également, qui font du patrimoine. Mais quelle est ma stratégie? Est-ce que je vais louer aux étudiants? Est-ce que je vais louer aux seniors, c'est-à-dire les personnes qui sont en retraite? C'est aussi un mode d'investissement. Est-ce que je vais être un promoteur immobilier? J'achète, je loue pour les maisons closes. Ça marche aussi en Allemagne très bien. C'est-à-dire que vous avez un immeuble que vous avez acheté, vous le louez à un prestataire de maisons closes, donc pour les maisons du plaisir, ça c'est légal en Allemagne. Et puis on vous paye la nuitée. Ça rapporte beaucoup d'argent. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus aussi. Et dans la stratégie également, c'est comment est-ce que je m'y prends? Quelles sont mes capacités? Est-ce que je suis maman qui élève les enfants seule? Est-ce que je suis un homme qui élève les enfants seul? Qu'est-ce que je peux actuellement, d'après mon temps, mes capacités et surtout mes ressources financières, qu'est-ce que je peux optimiser? Ça entre dans la stratégie. C'est d'ailleurs pour cela que toutes les personnes que j'accompagne, on a une séance spécifique sur la stratégie. Vraiment, c'est la clé. Sans stratégie, vous n'irez nulle part. Ça va créer la frustration et on ne veut pas ça. Donc, très important. Deuxième point, vous allez établir votre stratégie. Et quand la stratégie est maintenant claire, on part dans la phase achat. Parce que quand la stratégie est claire, on peut donc chercher à acheter parce qu'on sait où on va. Dans la case compétences dans l'acquisition, il y a 3 éléments que j'ai cités ici. Quels sont mes critères d'achat? Par exemple, d'après mes finances actuelles, je ne peux pas me permettre d'acheter un bien immobilier de plus de 150 000 euros, par exemple. Parce que sinon, ma capacité d'endettement sera beaucoup trop épuisée. Et il vaut mieux pour moi de laisser un peu un certain montant de sécurité, donc prendre peut-être un appartement de 120 000 euros seulement ou de 130 000 euros seulement, par exemple. Donc ça, c'est mes critères d'achat. Donc je vais pas aller chercher un bien immobilier qui coûte plus cher que cela. En paramétrant mes recherches, je peux déjà plafonner à 120 000 euros. Ça, c'est un cas de figure, par exemple. 2. Quelle est la situation géographique du bien immobilier que je compte acheter? Je compte acheter dans ma ville où je vis, à 1 heure de la ville où je vis, dans la cité étudiantine, dans quelle ville et pourquoi. Donc je dois analyser la situation, la localisation, le lieu, ce que les éléments appellent l'AG. Quelle est la proposition de mon bien immobilier sur le cadre macro, c'est-à-dire que je vais acheter à Pforzheim. Quelles sont les villes environnantes, par exemple, les grandes métropoles aux environs? Si ma clientèle, par exemple, sont des familles, est-ce qu'il y a des entrepreneurs, est-ce qu'il y a des entreprises à côté où on peut travailler, par exemple, gagner de l'argent pour que ces locataires-là soient les employés de l'entreprise-là? Donc tout ça, il faut réfléchir. Et une chose également qui est très importante dans le cadre de tout de l'achat, c'est les infrastructures. Comment j'arrive à mon bien immobilier? Seulement par voiture, aussi par train, aussi par bus. Le plus j'ai des possibilités d'y accéder, mieux l'investissement est, plus le bien immobilier peut prendre en valeur. Ça ne veut pas dire que je dois être forcément derrière la gare, parce que si vous avez un bien immobilier qui est très proche d'une gare, quand les trains roulent, il y a une vibration et quand les gens dorment la nuit, ça vibre, ça dérange. Donc le locataire va peut-être entrer, il ne va pas les rester longtemps dans votre appartement. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là et ça entre dans le cadre des critères d'achat. Alors maintenant qu'on a les critères d'achat définis, on va aller maintenant en 4e. On est dans la vérification. Un bien immobilier peut être situé dans un endroit top, mais le bien immobilier en soi n'est pas adéquat, on n'achète pas, puisque la substance physique de ce bien immobilier n'a rien à voir avec le coin où il se trouve. Donc, si on combine tout cela, ça peut être un problème aussi dans l'investissement. Ça parce qu'il est bien situé, qu'il veut forcément acheter. Il faudrait que le lieu donc, où il se trouve soit top et aussi que la substance même de la construction soit également top pour que je puisse me décider d'acheter ou pas. Donc, la vérification est très importante. C'est d'ailleurs l'un des points qu'on va aborder à la prochaine masterclass. Je te souhaite d'être parmi nous le 19 et 20 juillet. Très important. On va parler des 2 cas, immeuble et appartement. Ici, par exemple, on regarde l'état actuel de l'immobilier. On regarde, par exemple, les manquements. On identifie les manquements. Pas pour fuir l'investissement. Parce qu'un manquement d'un bien immobilier peut être également un avantage sur chance pour augmenter son gain ou pour appuyer comme argument et réduire le montant initial qu'on propose à l'achat. D'accord? Qu'on propose à la vente, par exemple. Donc, je vais donc analyser, regarder le pour et le contre de ce bien immobilier et voir si, par exemple, ces zones qui sont actuellement désavantageuses, si je peux les réparer et ça devient un point positif pour mon bien immobilier. Ça, c'était en 4. Donc, quand on a fait ça maintenant, on va au point 5. Reste-moi jusqu'à la fin, les amis. Je vous donne ici la pépite en termes de business immobilier. Ici, maintenant, on parle de l'analyse. Analyse du lieu. Ça, c'est en 5. La vérification ici était propre au bien immobilier. Maintenant, je vais analyser le lieu. Quand il n'y a pas d'analyse, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à l'état financier de la ville et même du quartier. N'oubliez pas, l'Allemagne est un État fédéral et fédéral et décentralisé. Vous pouvez avoir un État qui est certes Baden-Württemberg et dans la ville, encore des quartiers qui sont indépendants, des villes qui sont encore indépendantes où ils ont l'autonomie de gestion. Par exemple, les communes en Allemagne ont une autonomie de gestion pour certains cas de figure. Donc on peut être dans la même ville, on achète dans la même ville, mais moi j'ai acheté dans le quartier X de la même ville. Hein, et le quartier là par exemple a ce qu'on appelle son Bürgermeister, donc est géré par une personne et la ville a ce qu'on appelle un Oberbürgermeister. C'est récurrent en Allemagne. Généralement quand vous avez une ville où il y a un Oberbürgermeister, ça veut dire que des autres petites villes ou communes ont des Bürgermeister qui sont donc sur l'autorité des petites de ces villes-là. Vous pouvez avoir donc une ville parce qu'elle est mal gérée par son maire, hein, du coup, surendettée. C'est-à-dire que même ville, mais la commune est surendettée par rapport à l'autre. Et cette commune peut faire faillite ou alors ne voit pas d'autre choix d'aller prendre recours à la banque et en situation difficile. Donc du coup, on pourra plus proposer des choses comme des parcs d'attraction ou des choses pour que les gens y vivent de façon gaie dans le coin là. Et du coup, peut pousser des personnes à quitter, à migrer au sein de la même ville vers un autre quartier et pour être donc des potentielles pertes pour vous, vous qui êtes investisseur immobilier. En Allemagne, toutes les villes ont des sites internet et ils mettent les statistiques. Par exemple, ils ont toujours Bauernwirtschaft, ils ont Leben. Wirtschaft, c'est par exemple la situation économique. Si vous voulez investir et de façon professionnelle, vous allez aller regarder également ces chiffres-là pour vous assurer qu'en fait, la ville se porte bien. Et à cet effet, on regarde généralement l'élément qu'on appelle le Haushalt d'une ville, Haushalt de la ville.
Et on regarde également d'autres aspects là-dedans. Un house est difficile parce que c'est le bilan financier de la ville, mais j'en parle également dans mes accompagnements. On regarde au fond et on regarde les différents indices pour savoir si la ville dans laquelle on achète se porte bien sur le plan financier. Une ville qui se porte bien, il fait bien vivre dans la ville là, parce que la ville investit également dans tout ce qui est attraction et tout ce qui est Kita par exemple, dont les gens viennent là-bas de façon naturelle et veulent y vivre pour longtemps. Et vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous gagnez parce qu'ils sont là, ils ne vont pas vouloir quitter et vous ajustez vos loyers au fur et à mesure. D'accord? C'est important de retenir cela. C'est une partie donc qui entre dans l'analyse. Maintenant qu'on a fait notre analyse et qu'on voit que c'est OK, maintenant il faut aller vers le financement, qui est également un élément important. Et nous octroyons des financements immobiliers aux personnes qui veulent en avoir. D'accord? Dans la communauté, nous avons déjà permis le financement de plusieurs personnes qui ont acheté pour y vivre ou même pour acheter pour mettre en location. Dans la partie maintenant financement, ici, les questions simplement de regarder et de s'apaisantir, par exemple, sur les taux de financement qui entrent ou qui favorisent notre investissement. Par exemple, je veux financer à quel taux? Je vais rembourser à quel taux, par exemple, ce qu'on appelle le Tiligoum? 1%, 1,5%, 2%, 3%. Quelle est ma stratégie en termes de financement? D'accord? Et quand on a calé ça, à l'issue de la partie financement, on a donc le nombre de temps qu'on veut financer, donc Tins Bindou, et surtout le montant qu'on va donner à la banque maximum chaque mois ou qu'on veut donner à la banque maximum chaque mois pour notre investissement. Donc c'est une situation qui passe très vite. Et quand on a maintenant fini ça, on va donc au 7e point qui est maintenant les calculs. Ici, on va donc faire tous les différents calculs. 7e. On fait les calculs. Reste vraiment jusqu'à la fin. Hein. Il y a encore 9 étapes qui viennent ici. Oui, si tu veux être investisseur immobilier professionnel à grand patrimoine, c'est le chemin à suivre. Tu dois également y travailler, d'accord? C'est pas avec un bien immobilier que tu vas voyager en business class. C'est déjà ce que j'explique à mes élèves qui écoutez, vous achetez un bien immobilier, première difficulté, vous commencez à avoir peur, vous voulez plus investir. Avec un bien immobilier en Allemagne, vous ne pouvez pas prendre la business class, les amis. Si vous voulez prendre la business class, comme moi j'ai pris pour aller à Dakar, il va falloir un peu charbonner. C'est normal parce que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, très important. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on revient maintenant sur les calculs. Alors, calcul maintenant ici, il s'agit de calculer la rentabilité. On a deux types de rentabilité ici. On a la rentabilité brute et la rentabilité nette. La rentabilité brute ici nous donne la possibilité de regarder déjà à peu près un peu la tendance en termes de rentabilité du bien immobilier. Mais à la fin, avant d'acheter, il faut faire la rentabilité nette pour savoir exactement combien est-ce que je gagne sur ce bien immobilier au centime près avant impôt. Si vous avez votre pourcentage d'imposition, vous pouvez me calculer après impôt. Donc, vous savez que comme je vais acheter là, j'aurai 10 € qui vont revenir net dans ma poche ou alors j'aurai rien qui reviendra net dans ma poche. Et par rapport à cela, vous pourrez donc vous décider. C'est ce que les Anglais appellent Return on Investment. Donc, le ROI. C'est très important parce qu'il s'agit d'un investissement. Ce n'est pas l'amusement, c'est un investissement. Donc, on attend un gain en retour. Très important. Donc, ces calculs-là entrent ici à la partie 7. Nous aurons dans la partie maintenant 8. D'accord? Je connais ma rentabilité. On va donc aller sur la partie optimisation. Alors, sur la partie optimisation maintenant, je vais donc regarder toutes les différentes lignes optimables. J'ai vu le bien immobilier, j'ai calculé, j'ai regardé la ville. Est-ce que si j'achète une cuisine, ça peut apporter quelque chose de bien immobilier? Si je peins par exemple en telle couleur, ça va apporter quelque chose de bien immobilier. Si je tombe peut-être le gazon, si j'ajoute un balcon, si je crée une terrasse, ça peut ajouter quelque chose. Donc on va regarder les choses qui peuvent avoir un impact sur notre gain. Par exemple, si vous vous rappelez, mon immeuble que j'ai acheté à Fort Sam, dont je suis en train de rénover, j'ai pensé à ajouter une terrasse. Il n'y en avait pas avant. C'était tout un jardin. J'ai ajouté une terrasse. En ajoutant une terrasse, ça augmente la valeur du bien immobilier quand ce sera terminé. D'accord? Donc on va regarder ces différents éléments-là. Même au niveau du financement, on peut optimiser. Au niveau des loyers, on peut optimiser. On peut optimiser son contrat de bail, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser. On va regarder donc tous ces éléments-là et voir si on peut dénicher peut-être encore un plus 10% ou un plus, même 5% sur le loyer attendu. C'est déjà une bonne chose. Donc, on regarde en 8e point clairement le côté optimisation. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on a optimisé, on part au point 9. Ici, on va sur le marché. Donc, location, marché locatif. Voilà. Donc ici, je suis en 9. Et là, maintenant, j'ai travaillé sur l'optimisation. Je m'en vais maintenant sur le marché. Et ça, il faut maintenant connaître son marché. À combien se loue un bien immobilier qui a la même configuration que la mienne ou que le mien que je suis en train de vouloir mettre sur le marché? À combien est-ce qu'on loue? Est-ce que c'est 11 € le mètre carré? Combien est-ce qu'on loue un bien immobilier neuf, par exemple, quand c'est nouvellement construit dans ma ville de Fort Sam? Je suis en train de rénover un immeuble ici, il sera complètement neuf. Je fais tout, les amis. Il sera neuf. Donc, je peux le louer, même pas que je peux. Je vais le louer au standard du neuf parce qu'il est neuf, carrément. On a tout changé. Donc, à combien est-ce que ça se loue? On est à 18 € le mètre carré, par exemple. Je peux te dire, OK, comme les bâtiments neufs se louent à 18 € le mètre carré, dans ma ville, c'est 18 €, je peux dire, OK, il va à 16 € le mètre carré. Et directement, j'ai une rentabilité qui se quadruple même, par exemple, dans certains cas. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans le marché de la location ici. On regarde également le marché locatif. Quelle est la demande ou quelle est la clientèle? Si vous voulez, quel est le stéréotype des personnes qui sont en recherche de logement actuellement? On peut le faire de plusieurs façons. Peut-être en mettant une annonce fictive et voir un peu la résonance et par rapport à ça, ajuster son annonce réelle. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut faire dans ce cas de figure. Regardez également ce qui est déjà loué sur le marché. Combien de temps les annonces durent sur le marché? Donc, tous ces éléments nous permettent de pouvoir être situés sur le marché locatif. Et dans toutes les villes, la plupart des villes en Allemagne, ils produisent ce qu'on appelle le Mietspiegel. Je vais peut-être mettre ça ici. Donc, plusieurs villes produisent ce document-ci officiel, le Mietspiegel, puisqu'il y a beaucoup de locataires en Allemagne. Et ce Mietspiegel ici, par exemple, reflète à peu près les montants des loyers selon la catégorie du bien immobilier. Année de construction, configuration
rénovation, ainsi de suite. Et degré de rénovation aussi. Et dans certaines villes, par exemple, vous devez vous orienter par rapport à cela. Et c'est d'ailleurs le document que les bailleurs utilisent pour augmenter le loyer quand ils ont ce qu'on appelle le index meter avec le locataire. Certaines villes ne produisent pas cela. Du coup, on fait ce qu'on appelle le fake-lage, c'est-à-dire qu'on va utiliser les biens immobiliers qui ont plus ou moins la même configuration et les comparer avec. D'accord? Mais si une ville produit ce document aussi, parfois certaines villes donnent ce document gratuit. Dans certaines villes, on achète. Par exemple, à ville de Pforzheim, on vend ce document. Ça coûte à peu près 40 € que vous payez pour la version PDF. J'ai donc en 9 la location. Je connais le marché. Et en 10 maintenant, j'ai loué le bien immobilier. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est très important parce que ici, encore une fois, c'est un investissement. Tout investissement a un risque. Il est seulement question de le minimiser. D'accord? Il n'y a pas de risque zéro en investissement. Beaucoup parfois m'approchent, mais Franklin, je veux acheter un bien immobilier, je veux pas de risque. Non, ça n'existe pas. Qui dit investissement dit risque. Le plus important, c'est le minimiser, c'est de réduire le risque. Il n'y a pas de risque zéro. Par exemple, en termes de risque ici, on va regarder par exemple quelle est la probabilité que je n'ai pas ma maison louée. Vous pouvez par exemple calculer dans vos loyers peut-être 2 mois de vacances locatives, c'est-à-dire que 2 mois vous pouvez peut-être avoir mis votre bien immobilier en ligne et personne n'est intéressé quoi. Vous pouvez budgétiser et calculer dans votre rendement net. C'est possible. Par exemple, l'état financier de la ville où le bien immobilier se trouve, c'est également un risque. La ville où l'État est surendetté et fait faillite, du coup, il n'y aura plus assez de place, par exemple, pour les jardins d'enfants. Et les familles seront frustrées, ils seront obligés de changer pour aller vers une autre ville, quoi. C'est comme ça. Et du coup, ça sera donc un risque pour vous ici, si la ville ne se porte pas bien. Il y a le côté démographique. Combien de personnes, par exemple, y vivent? Quel est le taux de natalité? Quel est le taux de mortalité dans la ville? Tous ces éléments sont documentés sur le site de la ville. Hein. Je n'invente rien. J'y jette un coup d'œil, surtout quand je fais des gros investissements autour de plusieurs millions d'euros. Maintenant, quel est mon état personnel de finances? Parce qu'il y a des risques qui sont dus à votre personne et des risques également qui sont exogènes, qui ne sont pas forcément propres à vous. Donc, il y a d'abord l'environnement où le bien immobilier se trouve, les risques liés au bien immobilier en soi et les risques également liés à vous. Peut-être sujet âgé, peut-être une maladie incurable, ainsi de suite. Comment est-ce que je gère ce risque-là, par exemple? Donc, vous devez identifier le risque et pouvoir le gérer. Maintenant, en 11, c'est le côté prestataire. Ça concerne beaucoup d'Africains qui veulent acheter, ils ne veulent peut-être pas gérer. Ça, c'est possible. Il y a plusieurs sociétés en Allemagne qui le font. D'ailleurs, l'immeuble que je suis en train de rénover, là, quand ça sera fini, je vais trouver un contremaître, dans ce qu'on appelle ici les Hausmeister, qui va gérer tout ce qui est locataire, ainsi de suite. Parce que je suis en train de déléguer vraiment toutes ces choses-là pour me concentrer sur la création de contenu et surtout pour vous apporter beaucoup de valeur. Je vais déléguer tout ça. Il va manager quel locataire entre, quel locataire sort, le jardin, ainsi de suite, que ce soit propre. Il va gérer tout ça. Il reçoit sa paye chaque mois. Ça va se faire pour ce bien immobilier-là. Donc, sur le côté prestataire, il est question aussi de déléguer la gestion de son bien immobilier en question. Il est question aussi de déléguer, par exemple, tout ce qui est réparation, contrôle et aussi pouvoir allouer ses compétences où vraiment on a besoin. Vous avez par exemple des investisseurs immobiliers qui ont des compétences peut-être sur le côté technique. Donc s'il y a un truc qui est gâté, il pourra lui aller arranger parce qu'il a la compétence. Tu peux avoir la compétence, tu n'as même pas le temps. Moi j'ai la compétence par exemple technique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est électronique, mais je n'ai pas forcément le temps pour aller faire. Donc je vais donc déléguer cela à quelqu'un d'autre. Maintenant, quel est le niveau de délégation que vous voulez prévoir dans votre bien immobilier? Ça dépend de vous, mais retenez bien que qui dit déléguer dit aussi renoncer à une certaine partie de la rentabilité. D'accord? C'est un bien immobilier qui vous rapporte seulement 50 € chaque mois ou 100 € chaque mois et que vous déléguez encore toutes les tâches, vous n'aurez plus rien. On est d'accord? Vous n'allez rien faire, vous n'avez pas aussi du cash flow après. Déléguer, oui, mais à une certaine proportion gardée quand même. Et moi, je dis toujours, quand c'est votre début, essayez de faire le maximum possible, ne serait-ce que pour apprendre. Parce qu'on ne délègue pas ce qu'on ne connaît pas. On apprend d'abord et ensuite on délègue parce qu'on connaît. Du coup, on peut contrôler le travail de celui à qui on a délégué. Très important de comprendre cela. Ok, ça c'est la partie prestataire en 11e point ou 11e compétence. Maintenant, 12e compétence ici, c'est la sortie. Les Allemands disent exit stratégie. Exit stratégie, c'est-à-dire que comment est-ce que je sors de mon investissement? Parce que oui, bien sûr, en Allemagne, il faut faire attention. Tout est régi par la loi ici. Je prends le cas de figure de l'immobilier. Vous ne pouvez pas vendre plus de 3 biens immobiliers en l'espace de 5 ans. On appelle ça le Drei Objekt-Grenze. Donc, si vous avez acheté 100 biens immobiliers en privé, sachez que vous ne pourriez vendre que 3 tous les 5 ans. D'accord? Vous pouvez vendre que 3 tous les 5 ans. À partir du moment où vous n'avez pas gardé ce bien immobilier pendant 10 ans. Donc, sauf quand vous avez gardé un bien immobilier pendant 10 ans, que ce bien immobilier n'est plus lié à cette loi-là de Drei Objekt-Grenze. Donc, ça veut dire qu'en achetant, il faut bien savoir quand est-ce que vous vous débarrassez de ça aussi. Parce qu'on n'est pas éternel sur terre. On va un jour ou l'autre être appelé par Dieu. Donc, il faut bien prévoir cela. Si c'est pour léguer à vos enfants, il faut déjà vous préparer également que, ok, c'est ce que j'achète ici, c'est pour mes vieux jours, ça c'est pour mes enfants. Vous constituez déjà les documents qui attestent qu'après vous, ce sera eux. Le bien immobilier leur revient, quoi. On peut le faire en Allemagne, vraiment. Sont encore petits. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut quand même comprendre ça que j'achète maintenant en 2025. Je compte me débarrasser en 2000, peut-être 35. Que ce soit clair dès le départ. On appelle ça le exit stratégie. Très important. À noter également en 12. Et en 13 maintenant, il y a ce qu'on appelle le controlling. Ceux qui ont étudié controlling savent ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous donner. Controlling, ce n'est pas surveiller, si tu contrôles, c'est dans le sens de steuern. Donc, comment est-ce que je dirige, comment est-ce que je manage. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on a dit un bien immobilier, c'est quoi? Un bien immobilier comme une société. D'accord? Il a des
des entrées, il a des sorties et ça a aussi des dettes à payer et aussi le côté impôt. D'accord? Donc, controlling in essence ici, c'est simplement de pouvoir tracer les finances de votre bien immobilier, gérer les entrées et sorties et optimiser aussi. Par exemple, si j'ai un VG et que je donne à une société, par exemple, de gérer, dans le controlling, par exemple, une tâche serait de regarder que, ok, est-ce pas possible, par exemple, de déléguer une partie de la gestion à un locataire et lui réduire peut-être 30 € de loyer que de donner à une société, par exemple, à qui je donne 100 € chaque mois. Par exemple, je peux dire à un locataire écoute, vous êtes 3 et puis je te propose de te réduire 30 € de ton loyer, mais tout ce qui est problème, tu me fais signe et moi, par exemple, je te dis ce qu'il faut faire et toi, tu appliques. Ça fait ce qu'on n'a plus besoin de causer avec 3 locataires. Si c'est un cas de VG, vous causez avec un seul locataire, celui avec qui vous avez délégué une partie de votre pouvoir. Et du coup, pour vous débarrasser de l'autre prestataire qui était beaucoup trop cher. Voilà une possibilité qui entre dans le contrôler. D'accord? Très important. Maintenant, continuons avec le point 14. Ici, qui est maintenant la stratégie fiscale, qui n'a rien à voir avec le contrôler. Ok. La stratégie fiscale ici, par exemple, il s'agit simplement d'identifier tous les types d'impôts qui entrent dans le cadre d'un business immobilier. Je cite, quand on achète un bien immobilier, il y a un impôt qu'on appelle impôt à l'acquisition, ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer. Quand on devient propriétaire, il y a un autre type d'imposition qui s'appelle le Grundsteuer. Certes, n'est pas payé par nous, mais c'est important de savoir, par exemple, combien ça coûte. C'est le locataire qui paye ce type d'impôt là en Allemagne, le Grundsteuer, ou les propriétaires qui vivent dans le bien immobilier. Donc, c'est l'impôt sur le terrain. Et quand on est propriétaire terrien en Allemagne, on paye cet impôt-là par rapport à votre terrain. Même si votre terrain n'est pas habité, même si votre appartement, vos maisons ne sont pas louées, vous payez l'impôt sur le terrain. Et ça se fait généralement à trimestre. Très important de le comprendre. Ça, c'est le premier point. Donc, on a deux types d'imposition. Après, on a ce qu'on appelle maintenant le Ertragssteuer, c'est-à-dire l'impôt sur le gain dégagé. Donc, si je loue mes biens immobiliers et qu'à la fin, on fasse entrée, sortie, j'ai un reliquat, j'ai un plus, ce plus-là est imposé. Si j'ai un moins, ce moins-là est déduit de ma charge d'imposition de cette année-là. C'est ça qui rend l'immobilier génial. Et je ne cesserai jamais de vous en parler sur cette chaîne parce que c'est un levier d'enrichissement vraiment sûr et rapide. D'accord? Et il y a maintenant ce qu'on appelle aussi les Werbungkosten. Werbungkosten, c'est tout ce qui est charge lié à votre investissement immobilier, y compris vos déplacements pour aller faire les visites ou même transporter les choses pour aller au chantier avec. Donc, c'est-à-dire que essence et tout ce qui va avec, par exemple, ça entre dans ce qu'on appelle les Werbungkosten parce que c'est tout ça qui contribue à ce que votre bien immobilier soit mis sur pied et mis en location plus tard. Donc, ici, dans la stratégie fiscale, on va identifier ces différentes charges-là et on va voir comment les optimiser. Ensuite, on continue avec 15. Donc, maintenant, on finit, les amis. Il ne reste plus qu'un seul. 15 ici. On va maintenant aller en mode régime sociétal. C'est-à-dire que ici, on réfléchit à quel moment ça fait sens de créer une société pour continuer à optimiser notre patrimoine ou peut-être pour gérer notre patrimoine, par exemple. Est-ce que ça fait sens de garder tout cela encore en privé ou ça fait sens, vu les entrées qui deviennent de façon grandissante au fil des années et qui sont déjà beaucoup quand même, si vous voulez, assez intéressantes, on peut peut-être parquer tout ça dans une société, d'accord, dans une GmbH ou alors d'une AG. Donc ici, le régime sociétal, on va définir la forme juridique de l'entreprise en question. On peut utiliser une UG ou alors une GmbH qui est simplement société à capital limité, par exemple. Donc, on peut même créer une AG, donc avec des actions, où on va faire des investissements en commun. Donc, ça va dépendre maintenant de votre stratégie personnelle. Et c'est là maintenant qu'on a atteint dans le Saint Graal du business immobilier. On devient donc un investisseur immobilier professionnel. D'accord? Ça, c'est le 14e. Le 15e, pardon, on peut aussi créer une holding. Une holding, par exemple, c'est aussi possible dans le cadre d'une holding GmbH, dans le cadre du business immobilier. Maintenant, en 16e, le dernier point, on parle maintenant ici du management de patrimoine. Donc, ça veut dire qu'on construit d'abord son patrimoine et ensuite on le manage. Ici, j'ai listé par exemple 3 orientations clés que vous pourriez donc faire suivre votre patrimoine. C'est-à-dire que je peux par exemple aller en mode stratégie. Là, c'est quand déjà vous avez beaucoup. Ici, il s'agit vraiment de personnes qui vont faire du gros patrimoine en Allemagne. Donc ici, on peut peut-être dire que, ok, on va dans la qualité de l'objet. C'est-à-dire que par exemple, je vais maintenant dire, ok, je vais orienter mon patrimoine en termes qualité de l'objet. Si j'ai un patrimoine par exemple de 10 millions d'euros, je vais dire, ok, je vais allouer les premiers 3 millions d'euros de patrimoine dans le cadre de la qualité du immobilier. C'est-à-dire que la substance immobilière est intéressante. Ils sont relativement neufs, mais bien immobiliers. Ils sont à une hauteur de 3 millions d'euros en termes de patrimoine. Je vais aller maintenant sur le cadre de la qualité du marché locatif de ce bien immobilier. C'est-à-dire que le bien immobilier, par exemple, sur la valeur perçue, elle n'est pas forcément waouh, quoi, pas intéressante. Mais en termes de fréquence locative ou de qualité locative, elle est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que je dégage par rapport au montant investi des entrées locatives quand même non négligeables. Je peux orienter une partie de mon patrimoine à ce sens-là. D'accord? Peut-être de 4 millions. Là, ça me fait 7 millions. Et les 3 autres millions maintenant en termes de patrimoine immobilier, je peux donc orienter dans le cadre de la zone d'investissement. C'est-à-dire que j'ai des biens immobiliers qui sont peut-être pas forcément rentables sur le plan locatif, pas forcément rentables en termes qualité de l'objet, de la valeur immobilière, mais la zone est une zone stratégique. Donc j'investis beaucoup plus sur le futur dans la zone stratégique.
physique. Ce qui fait que plus tard, même si je détruis mes biens immobiliers, que je vends seulement le terrain, je m'en sors quand même. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est déjà vraiment la réflexion poussée quand on a le patrimoine. Donc, du coup, on va donc créer des pôles d'investissement, des patrimoines selon les secteurs qu'on a bien identifiés où on va donc en tant qu'investisseur immobilier. Donc, voilà un peu comment on aborde un business immobilier à haut patrimoine et surtout comment on devient un investisseur immobilier professionnel et surtout comment on gagne de l'argent sur le long terme. Et quand vous avez atteint ce Saint Graal-là avec des gros patrimoines, vous pouvez léguer une partie à vos enfants et vraiment vivre et jouir de la vraie liberté financière parce que vous avez un gros patrimoine, pas dans n'importe quel pays du monde entier, dans un pays le plus puissant économiquement pour l'instant en Europe, et ce qui est quelque chose de non négligeable. Et je vous conseille d'aller vraiment en profondeur et de vous intéresser à la chose immobilière en Allemagne et soyez aussi les nôtres. À la masterclass, on va encore en parler un peu sur l'aspect par exemple de vérification et de recherche immobilière. Ce sera un plaisir que je vous accueillerai ce jour-là, peut-être ici en présentiel au chantier pour montrer à peu près comment ça se vit sur le terrain et surtout les challenges que je traverse au quotidien. L'idée simplement c'est que vous puissiez également y investir et gagner aussi de l'argent comme je le fais déjà depuis plusieurs années. Donc voilà tout pour la vidéo et merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonsoir. Bye bye.